Bonjour à toutes et à tous. Et c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir partager cette présentation avec vous, où je partagerai les apprentissages que j'ai pu avoir lors de mon stage à la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, sous la supervision de Madame Paul Allais, à qui j'ai remercié spécialement. Et donc, dans cette présentation, nous allons parler sur la gouvernance de l'eau dans l'Argentine, dans le Canada, et au Canada, pardon. Et surtout, on va essayer de tirer des conclusions pour ces deux États fédéraux. Et il y a un souci avec la présentation. Il y a des traits que je ne sais pas pourquoi se sont affichés. Mais en tout cas, cette présentation répond à une démarche de recherche qui est née dans la contingence des enjeux de la gouvernance de l'eau dans ces deux États fédéraux. Ces dernières années, c'est-à-dire à partir de 2020, l'Argentine a commencé à réfléchir à une agence ou à une entité nationale ou fédérale de l'eau, ce qui a suscité l'opposition des provinces. En même temps, le Canada a annoncé la création d'une agence canadienne de l'eau, ce qui a eu certaines visibilités au niveau international. Donc, le questionnement que j'ai fait dans mon introduction, c'est sur la territorialité de l'eau, c'est-à-dire la façon dont l'eau est contrôlée, appropriée et distribuée dans ces États fédéraux, entre les provinces et les fédérales. Et aussi, ça répond à une recommandation faite par la OCDE où a recommandé à l'Argentine de s'inspirer du modèle d'autres fédérations en ce qui concerne la gouvernance de l'eau, comme le Canada, l'Australie ou le Brésil. Donc, ça répond à cette démarche de voir comment la gouvernance de l'eau s'organise dans d'autres États fédéraux, particulièrement le Canada. Ceci m'a conduit à faire une approche comparative entre les deux pays, entre les deux fédérations, en considérant aussi les contrastes environnementaux qui existent. On sait très bien que le Canada, c'est un pays qui est connu pour sa place dans ce qui concerne la disponibilité de la ressource. Et en Argentine, cette disponibilité n'est pas toujours homogène, c'est-à-dire qu'il y a des territoires très désertiques, des territoires où l'eau est très abondante. Ceci constitue un enjeu commun pour l'adaptation au changement climatique global ou environnemental global. En ce qui concerne la gouvernance, car l'OCDE et aussi les recherches au niveau international disent que pour faire face aux crises de l'eau, il faut surtout solutionner les crises de gouvernance. Donc, en ce qui concerne la gouvernance, nous allons nous intéresser sur les fondements du fédéralisme hydraulique en Argentine et au Canada, en essayant de trouver des réponses en ce qui concerne l'institutionnalité du secteur de l'eau entre les provinces et les fédérales. Et nous pouvons voir que l'eau, si on l'analyse sur le plan juridique, territorial, constitue une compétence provinciale et une responsabilité partagée. Mais ça nous conduit à nous demander sur les fondements de ce fédéralisme où il y a une compétence provinciale originelle en Argentine ou exclusive au Canada, mais qui existe un partage de compétences avec le fédéral et avec les autres niveaux de gouvernements locaux particulièrement. Mais en ce qui concerne les fondements du fédéralisme en Argentine, on peut souligner
à la différence de celle du Canada, que le fédéralisme en Argentine était conçu pour construire une unité nationale face au pouvoir de centralisation de Buenos Aires. Par ailleurs, le fédéralisme au Canada, on peut le définir comme une façon comme un moyen d'équilibrer et d'accueillir la diversité. Donc, ça donne une grande différence en ce qui concerne la conception du fédéralisme ou les fondements du fédéralisme dans les deux États. Ceci a des répercussions en ce qui concerne la gouvernance de l'eau, notamment en Argentine, la compétence sur les ressources hydrauliques, ça détient du domaine originel des provinces, c'est-à-dire ce n'est pas une compétence déléguée à l'État fédéral ou à la nation, comme on l'appelle. Mais on peut dire que cette compétence provinciale, ce domaine originel des provinces, ce n'est pas un vecteur d'appropriation face notamment aux communautés locales et qui sont parfois dépourvues des droits d'eau particulièrement. Donc, l'article 124 de la Constitution nationale déclare en 1994 les domaines originels des ressources naturelles existant sur le territoire correspondent aux provinces. Et par ailleurs, au Canada, on peut souligner que c'est un sujet soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale, mais que dans les faits et aussi dans la jurisprudence, dans les corps juridiques, c'est une responsabilité partagée. On fait mention à la loi constitutionnelle de 1867, oui, et dans l'article 92, pour nommer un exemple, où ça déclare la compétence exclusive de légiférer pour les provinces dans ces domaines. Or, ceci nous conduit à nous intéresser comment se donnent les relations entre les provinces et les fédérales, et nous intéresser au moins à deux cas d'études, comme celui du Chubut et du Québec. Celui du Chubut, c'est une province de la Patagonie argentine, c'est une des provinces les plus grandes d'Argentine, qui détiennent deux bassins versants importants, dont un que c'est celui qui lui donne son nom, c'est celui du fleuve Chubut. Et on peut dire que la constitution provinciale dit que l'eau sont publiques, sont du domaine de l'État. Et ce qui est ratifié dans le code de l'eau du Chubut, mais on trouve une différence en ce qui concerne l'organisation juridique de l'Argentine, où le code civil, c'est un domaine du fédéral. Donc, il y a une juxtaposition des juridictions entre les provinces et les fédérales dans cette affaire-là. Mais on peut dire que l'étendue du domaine public de l'État et fédéral et provincial particulièrement est de plus en plus présente. Et ceci a été ratifié dans les années 2000 dans la loi de politique provinciale de l'eau, où on déclare que c'est un devoir inaliénable de l'État provincial et de la société. Donc, préserver les ressources hydriques. On peut se demander qu'est-ce que c'est la société dans le sens constitutionnel. Donc, c'est un mot qui n'est pas très courant dans la jurisprudence ou la doctrine argentine. Et si on compare avec le Code civil du Québec, où on peut dire qu'il y a une grande différence, car il y a dans l'article 913,
déclare qu'il y a certaines choses qui ne sont pas susceptibles d'appropriation, dont leur usage est commun à tous et régi par des lois d'intérêt général, à certains égards par le présent code. Et donc, cette déclaration du Code civil a été confirmée et ratifiée par la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau de 2009, où a été dit que l'eau est un intérêt vital, tant l'eau de surface comme souterraine, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise. Donc, on trouve une grande différence dans la conception du concept de nation, car en Argentine, la nation est représentée par l'État fédéral et au Canada, on peut trouver différentes sources comme la nation québécoise ou les Premières Nations. Donc, il y a là une source du fondement juridique différent concernant le fédéralisme. Et donc, on voit que ces différences soulèvent des problèmes, notamment en ce qui concerne la valeur qu'on donne à l'eau. On peut dire si c'est une valeur marchande ou un droit humain qui doit être gratuit. Donc, il y a des tensions autour de ces conceptions. Comment gérer l'abondance, la pénurie ou la contamination? Et aussi, comment passer de l'objection de ce qui fait l'État, particulièrement ce qui se passe dans la province du Chubut, c'est qu'il y a des entreprises minières, notamment canadiennes, qui viennent investir dans les ressources naturelles de la province pour l'exploitation minière. Et donc, il y a un refus de la population pour l'utilisation de l'eau, malgré que l'État autorise ou encourage ces investissements, l'État provincial. Et d'autres soucis qui se présentent en ce qui concerne la gestion de l'eau, que j'ai pu apprendre et approfondir lors de mon séjour au Canada, c'est comment la gestion de la diversité est faite autant en Argentine qu'au Canada. En Argentine, on a reconnu la préexistence des peuples autochtones à partir de 1994 avec la réforme de la Constitution nationale, où on a reconnu la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins, l'obligation de garantir le respect à leur identité et le droit à une éducation bilingue, et aussi la participation dans la gestion des ressources naturelles. Cependant, cette reconnaissance qui a été tardive, certainement, et dans les faits, a encore beaucoup de difficultés à être mises en place, notamment car l'Argentine s'est bâtie sur une vision d'immigration européenne et un refus notamment de sa population autochtone. Par contre, au Canada, ce qui m'a marqué spécialement, c'est comment la loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme explicitement les droits existants ancestraux issus des traités des peuples autochtones et comment reconnaissent leur identité nationale en tant que Première Nation, des Inuits ou des Métis du Canada. Et ce qui comporte une forte différence avec nous. Et enfin, la dernière partie dans cette gestion de la diversité, ce qui m'intéressait, c'est les droits donnés à la nature. Et en Argentine, il y a certaines réflexions autour de ces sujets, mais on est loin encore de les mettre en place, même si
l'un des ministres de la Cour suprême de justice a fait un ouvrage sur la Pachamama et lui-même. Et il a dit que la nature, bien qu'elle ne soit pas soumise à des responsabilités et à des devoirs, et qu'elle ne soit plus habilitée à se représenter, peut avoir des droits et rien ne nous empêche de franchir ce pas. Donc, il y a la possibilité de reconnaître les droits de la nature dans notre corpus juridique. Et donc, c'est ce qui m'intéressait aussi lors de mon séjour au Québec, à l'Université Laval, c'est la reconnaissance de la personnalité juridique pour le fleuve Saint-Laurent, ce qui peut représenter une opportunité pour d'autres fleuves du monde. La possibilité, en fait, d'élever ce statut juridique du fleuve Saint-Laurent comme sujet de droit des personnes non humaines permettrait de l'assurer une mise en valeur plus robuste, plus forte et constituerait un exemple pour d'autres fleuves du monde. Et enfin, en conclusion, c'est que je voudrais tirer quelques apprentissages. Je travaille dans cette province où il y a un seul fleuve, un petit fleuve en comparaison au Saint-Laurent, mais qui a une valeur extraordinaire pour la population locale qui a été négligée par l'État fédéral lors de la conquête du désert de la Patagonie, et aussi négligée par les institutions qui ont été mises en place, notamment en ce qui concerne la gestion de ce fleuve. En fait, l'année dernière, le siège du gouvernement a pris le feu, a été incendié par la population locale, et pour avoir refusé une consultation publique qui disait clairement non à l'activité minière dans ce territoire. Et donc, en guise de conclusion, cette comparaison m'a permis de connaître les fondements juridiques de l'organisation territoriale de l'eau dans ces États, et m'a permis aussi de pouvoir approfondir sur les fondements philosophiques du droit constitutionnel de deux États, cette distinction entre notre nation argentine ou les nations qui composent le Canada. Donc, ça m'a donné des sources d'inspiration pour continuer la démarche de recherche. Aussi, les questionnements sur le statut juridique de l'eau m'a permis de constater d'importantes différences en ce qui concerne la conception de l'eau et en tant qu'une chose commune et dont l'État est un garant ou un bien public de l'État. Donc, ça marque une forte différence, notamment dans les enjeux démocratiques de nos sociétés, où les États parfois ne représentent pas les populations locales. Et enfin, la comparaison sur la diversité m'a permis d'avoir des apprentissages en ce qui concerne la reconnaissance des droits ancestraux qui sont actuellement fortement négligés dans la Patagonie argentine, où on peut voir une bonne gouvernance sécuritaire où les fédérales et les provinciales se sont facilement mis d'accord pour la répression des communautés autochtones en amont du bassin versant de ce fleuve. Et aussi, m'a permis d'avoir cette vision des droits ancestraux, m'a permis de constater qu'on peut tirer des approches novatrices, notamment en ce qui concerne les droits de la nature, tant au nord du continent comme au sud. Donc, ça a été une très bonne expérience et ça m'a fait beaucoup de plaisir, malgré mon accent et mes difficultés avec la langue, de les partager avec vous.
Merci beaucoup.